Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Mazda MX-5 1,8 litre de 1996. Les amis, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour le test d'une Mazda MX-5. Et d'ailleurs, c'est pas une des MX-5 que vous verrez le plus souvent car elle est globalement assez rare sur nos routes. La NA, donc la première génération de cette voiture, mais avec le plus gros moteur disponible à l'époque, le 1,8 litre. Donc les amis, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà eu l'occasion, il y a de ça maintenant quelques années, de tester cette Mazda de première génération. Mais je l'avais testé avec le petit moteur de l'époque, le 4 cylindres 1,6 litre qui développait 115 chevaux. Aujourd'hui, grâce à l'une de mes abonnées, je peux vous présenter la même voiture, mais avec le plus gros moteur. Donc là maintenant, on est passé à 1,8 litre de cylindrée et 130 chevaux. D'ailleurs, vous pouvez remarquer donc que les deux MX-5 de première génération qui m'a été donné de tester m'ont toutes les deux été prêtées par des abonnés et eux. Donc merci à elles et ça me conforte dans l'idée que cette voiture plaît à la jante féminine. Pour ceux qui découvriraient ce modèle, petit rappel historique. À la fin des années 80, plus exactement en 89, Mazda a sorti ce coupé cabriolet, la Mazda MX-5, appelé au Japon Enos Roadster et sur le marché américain Mazda Miata. Donc nous, on la connaît sous le patronyme MX-5. Aujourd'hui, le modèle que je vous présente, vous voyez qu'il a la conduite à droite parce qu'elle vient d'Angleterre. À l'époque, la Mazda MX-5 a été un véritable succès, ça s'est très bien vendu. Et la Mazda MX-5 est d'ailleurs toujours proposée actuellement au catalogue de Mazda dans sa 4e génération. Donc lors de la commercialisation de cette voiture, elle a tout d'abord été proposée avec le 1,6 litre 115 chevaux. Par la suite a été mis en place ce 1,8 litre un petit peu plus performant. Ça rend aussi bien sûr la voiture légèrement plus lourde. Là on est en train de frôler la tonne avec ce moteur 1,8 litre. Donc au niveau de l'esthétique, cette première génération se distingue essentiellement par ses feux à l'avant. Ce sont encore des feux, on va dire, typés années 80 à l'ancienne, des feux dits pop-up qui rentrent dans la carrosserie. Et juste pour ce détail esthétique, c'est clairement ma MX-5 préférée au niveau du design. Elle est très sympa. Vous pouvez voir que le modèle que je teste aujourd'hui est sobre, il n'a pas été accessoirisé. Et on est d'ailleurs dans une finition, on va dire presque entrée de gamme. Bien que ce soit le plus gros moteur, il n'y a presque aucune des options qui étaient proposées à l'époque par Mazda. Vous pouvez voir par exemple qu'à l'intérieur, on a les sièges en tissu. Le volant est en plastique, alors qu'il était proposé en option un volant Nardi. On a encore les vitres qui sont avec des manivelles, il n'y a pas de vitre électrique. Et ça, de nouveau, c'était proposé en option. Il n'y a pas la climatisation sur ce modèle. Enfin, il y a plein de petites options de confort comme ça qui étaient, il faut l'avouer, assez souvent prises par les acheteurs. Et aujourd'hui, c'est le contre-exemple. La personne a souhaité avoir le plus gros moteur à l'époque, mais n'avait globalement rien à faire de toutes les options de confort. Donc, j'ai même pas la direction assistée, j'ai pas l'ABS. Il n'y a rien. C'est vraiment une voiture dépouillée. Bon, sinon, comme d'habitude, les amis, je commence par un petit passage en centre-ville. Et vu que c'est une voiture assez petite, étroite et très basse, et ça d'origine, franchement, ça pose pas de problème. Il y a juste peut-être, pour les gens les plus petits, la hauteur des sièges qui n'est pas réglable. En hauteur, justement, les sièges sont uniquement réglables sur la distance par rapport aux pédales et l'inclinaison du dossier, qui peut peut-être être gênant pour vraiment les personnes de très petite taille. Sinon, la prise d'info n'est pas réellement gênante, les vitres sont suffisantes, ça reste un cabriolet, donc forcément, on n'a pas non plus des espaces vitrés gigantesques. Aujourd'hui, moi, je roule
en décapoté, hein, ça me paraît légitime, hein, c'est pour ça qu'on achète ce genre de véhicule. Mais vous pouvez bien sûr vous douter que si vous recapotez, l'ambiance à l'intérieur sera toute différente, ce sera beaucoup plus sombre. Mais pour l'instant, aucune difficulté. Et je vous ai dit il y a quelques minutes qu'il n'y avait pas la direction assistée. Franchement, à partir du moment où la voiture se déplace, il n'y a aucun problème. Elle n'est pas si lourde que ça, je rappelle qu'elle fait environ 1 tonne. Finalement, c'est vraiment uniquement dans les phases où vous voulez manœuvrer, où vous tournez les roues à l'arrêt, que là, oui, il faut vraiment mettre de la force dans le volant pour réussir à tourner les roues. Sinon, aucune difficulté. Pour la prise d'information, on a également, bien sûr, les rétros. Les rétros sont plutôt bien placés, on voit bien, ils ont une taille raisonnable pour une voiture de ce gabarit. Par contre, vous voyez qu'il n'y a pas de réglage ni électrique, ni même manuel depuis l'intérieur du véhicule. Si vous voulez régler le rétro, bah vous baissez votre vitre et vous le mettez au réglage qui vous conviendra. De nouveau, c'est une voiture vraiment dépouillée de tout accessoire. Elle est basique. Et pour parler de la sellerie, je vous ai dit que les sièges n'étaient pas réglables en hauteur. Et vous voyez que ce sont des sièges en tissu. Ils sont encore en très bon état, hein, même quasiment 30 ans après la commercialisation de ce modèle. Il n'y a pas réellement de maintien dans ces sièges. Mais finalement, l'espace réservé aux pilotes est relativement étriqué. Donc on se retrouve assez vite bloqué par le rembourrage de la porte ou de l'autre côté par la console centrale. Donc on n'est pas non plus totalement ballotté dans le véhicule. On est dans un petit cocon, on ne peut pas vraiment bouger, quoi. Bon, pour le moment, vous voyez que j'évolue essentiellement en ville, hein, c'est des zones limitées à 50, 70 maximum. Et je suis très agréablement surpris par ce moteur. Il a plus de cylindrée, donc forcément il a un petit peu plus de couple à bas régime. Et pour l'instant, en restant justement à un régime aux alentours des 2000-2500 tours, le moteur est agréable, la boîte de vitesse est quasiment parfaite, il y a un débattement court, ça verrouille bien, le retour d'info avec la boîte est génial, c'est une boîte à 5 rapports et le moteur ne fait quasiment aucun bruit, hein, c'est l'échappement d'origine sur cette voiture. Pour l'instant, je suis très agréablement surpris. Alors maintenant, je sors de l'agglomération, j'accélère un tout petit peu, ça prend des tours, 3, 4000. C'est sans exubérance pour le moment, mais c'est très efficace. Et je dirais que pour l'instant, tant que vous restez à vitesse légale, bah vous n'avez pas vraiment besoin de faire hurler ce moteur, hein. Ça marche très bien. Alors, mes fidèles abonnés auront reconnu les lieux. On arrive ici pour tester l'accélération de ce modèle. Donc ça va me permettre de voir si avec ce gros moteur, entre guillemets, on arrive à accélérer un peu plus fort qu'avec la version 1,6 litre. Bon, bien sûr, lorsque j'ai testé la 1,6 litre, ce n'était pas sur les mêmes lieux, pas dans les mêmes conditions. Donc je ne peux pas non plus vous garantir que c'est fait vraiment sur la même base, dirons-nous. Donc les amis, c'est parti pour un test d'accélération. Bien sûr, c'est une voiture ancienne, il n'y a pas d'aide électronique, il n'y a rien de tout ça. Boîte méca à 5 rapports, moteur 130 chevaux pour 1 tonne. C'est parti, let's go! On arrive rapidement à 90 et 100 en fond de deuxième. Alors vous avez pu constater que lors de mon démarrage, les pneus ont un peu patiné lorsque j'ai relâché l'embrayage. Tout simplement aujourd'hui il fait très chaud et vous voyez que les pneus actuellement ce sont des pneus hiver. On va utiliser maintenant cet emplacement pour vérifier si ça braque bien. Donc comme je vous le disais, il faut avancer légèrement le véhicule pour limiter le poids sur les roues. Et vous voyez, bah, ça braque toujours aussi facilement vu que c'est une petite voiture. On est reparti pour un test d'accélération comme tout à l'heure et ensuite je vais tester le freinage. C'est reparti. Allez, j'accélère un peu moins pour pas que ça patine. Ça prend 7000 tours, je passe la 2. 7000 tours, je passe la 3. Allez, 100. Allez, je freine. Ouais, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas l'ABS.
Donc si on est vraiment trop brutal, ça finit par bloquer. Mais sinon, la précision au freinage est plutôt bonne, rassurante. Le freinage est confié sur ce véhicule à 4 disques, ce qui n'était pas encore la norme sur les véhicules légers à l'époque. Et franchement, ça freine pas trop mal. Vous voyez d'ailleurs que la voiture est encore équipée des jantes d'origine, jantes en 14 pouces, avec plutôt un bon design. Allez, dans ce rond-point, je réaccélère un peu. Ouais, ça marche vraiment bien les amis. En fait, il faut que je reste méfiant sur la vitesse, car vu que c'est une voiture qui vient d'Angleterre, le compteur est gradué en miles. Et heureusement, il y a une double graduation. À l'intérieur, c'est écrit plus petit en km/h. Mais c'est vrai que notre regard est habitué à se fier à la graduation la plus grosse. Et donc, on pourrait avoir l'impression d'être en dessous des limites, alors qu'en fait, on les dépasse déjà. Au niveau de l'intérieur, comme sur la 1,6 litre, vous voyez que l'intérieur est très sobre. Ce sont des plastiques noirs, légèrement moussés. Ça reprend un peu la texture et la forme de quelque chose qui sera recouvert de cuir. Et ce qui me bluffe toujours autant, c'est que cette voiture, même 30 ans après sa commercialisation, a des plastiques comme neufs. C'est impeccable. La finition dans cette voiture, même si elle n'impressionne pas par sa qualité, c'est dans la durée qu'on s'aperçoit vraiment que c'est du très bon matériel. Au milieu de la console centrale, vous trouverez le bouton des feux de détresse, le bouton dont je vous ai déjà parlé pour sortir les feux, les aérations. Vous avez ensuite tout ce qui gère la climatisation, enfin, on va dire plutôt la ventilation, car la climatisation était une option qui n'a pas été prise sur ce véhicule. Et encore en dessous, on a un emplacement pour l'autoradio. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un autoradio cassette d'origine Mazda. Alors ici, on a un trou. Comment ça se passe? Ça va, c'est pas trop tape-cul. Et ce qui me surprend, c'est que, de nouveau, ce moteur, hein, 1,8 litre, il reprend très très bien à bas régime. Là, je suis en côte et je peux rester à 2000-2500 tours et ça reprend sans la moindre difficulté. Je ne vais pas avoir un coup de pied au cul, c'est pas dingue, mais ça reprend très bien. Alors que là, je suis en 3e et en forte pente. D'ailleurs, là, je sors de l'agglomération, donc je vais pouvoir faire un test de reprise. Actuellement, je suis à un peu moins de 50 km/h. J'accélère à fond, je suis en 3e. Et ça prend de la vitesse, 60, 70. Et ça continue. La sonorité devient un petit peu plus sympa une fois qu'on a dépassé les 4000 tours. De nouveau, hein, c'est pas exubérant, on n'a pas l'impression d'être avec un moteur de course ou vraiment même de voiture sport. Mais c'est suffisant et c'est efficace. Maintenant, on arrive sur un Dodane, je suis à 30 km/h. La suspension n'a pas été modifiée sur ce véhicule, hein, c'est pas des combinés filetés. Et c'est convenable. On n'est pas sur un truc radical, ça vous tape pas le cul, ça vous met pas des coups de pied dans le dos. C'est juste le bon compromis, confort, fermeté. Après, reste à confirmer dans quelques temps ce que ça donnera si on essaie de rouler un peu vite. Mais sur un Dodane et pour l'instant en ville et même sur des routes pavées, j'ai rien à reprocher à ces suspensions. Maintenant, nous arrivons justement dans la succession de virages. On va essayer de rester un peu plus haut dans les tours. Il faut que je reste méfiant avec le freinage parce qu'il n'y a aucune aide. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas réellement de maintien avec les sièges, mais néanmoins, vu qu'on est quand même à l'étroit dans cette voiture, bah, on ne se sent pas comment dire, bouger énormément. C'est plutôt pas mal. Même si c'est vrai qu'avec des sièges baquets, ça serait encore mieux. Ah, c'est un jouet. C'est un jouet. Et là, pour l'instant, je suis resté essentiellement en 3e, ce qui me permet donc d'utiliser le moteur jusqu'à environ 6-7 000 tours, tout en restant à des vitesses qui frôlent la légalité. Ah, la boîte de vitesse, elle est vraiment tellement géniale. C'est certainement une des meilleures que j'ai eu l'occasion de tester.
Alors la prise d'info, pas de problème. Et j'accélère fort, j'accélère même à fond. Donc vous voyez que on a bien sûr de quoi laisser les autres et les dépasser sans problème, mais c'est pas hallucinant non plus en termes de performance. Vous voyez que la camionnette derrière moi a accéléré très fort elle aussi, et finalement nos performances n'étaient pas très différentes. C'est juste que moi j'ai un véhicule beaucoup plus léger que la camionnette. Mais c'est pas le propos de toute façon de la MX5. Que ce soit en 1,6 litre ou en 1,8 litre, les performances restent modestes. Et là où sont ses atouts, c'est plutôt sur son agilité, sur sa facilité. Les performances ne sont pas le critère où vous devez être le plus, le plus critique. C'est une voiture pour prendre du plaisir, pour s'amuser, pas réellement pour péter des chronos. Même si bien sûr, vous pouvez très bien prendre cette voiture comme base et la préparer pour faire du circuit. Il y a déjà d'ailleurs des milliers de personnes qui ont fait ça. Bon, maintenant qu'on a un peu vu les performances de ce modèle, parlons de ses quelques aspects pratiques, car bien que ce soit un coupé cabriolet, une voiture un peu loisir, eh bien pas mal de personnes à l'époque osaient encore acheter ce genre de véhicule et l'utiliser au quotidien, ce qui est tout à fait faisable avec cette voiture. Déjà, vous avez un tout petit peu de rangement à l'intérieur. Il y a tout d'abord des porte-documents dans le dossier de chaque siège. Il n'y a pas de rangement dans les portes malheureusement. On a un petit rangement juste ici au niveau de l'accoudoir central. Celui-ci dissimule aussi d'ailleurs la trappe pour le carburant ainsi que la tirette pour le coffre. Et vous avez une boîte à gants assez petite, il faut l'avouer. Le seul vrai rangement utilisable, c'est le coffre. Et celui-ci, pour une voiture de cette taille, de nouveau, est vraiment décent. Vous voyez que dans le coffre, on a quand même une partie qui est amputée parce qu'il y a la roue de secours. Et on a également la batterie qui est à l'arrière. Dernier point qui est important si vous voulez utiliser cette voiture au quotidien, sa consommation. Et finalement, j'ai été surpris car le propriétaire me dit consommer entre 7 et 8 litres au 100, alors que c'est déjà à peu près cette consommation-là que j'avais lorsque je possédais la version 1,6 litre. Allez, maintenant on passe sur l'autoroute. La prise d'info est bonne, il n'y a personne. Donc là, j'étais en 4e, je me suis engagé sans problème, je passe la 5. Je suis stabilisé à un petit 110 à 3500 tours. Il n'y a pas énormément de bruit alors que je suis décapoté. On est plutôt bien. Je vais essayer de faire une reprise. Donc là, je suis en 5e. J'accélère à fond. Ouais, ça reprend moyen. 120, 125, 130. Si vous voulez vraiment faire une vraie grosse reprise, il faut se remettre en 4e. De toute façon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, cette voiture, les performances au final, que ce soit 110 ou 130 chevaux en fonction de 1,6 litre ou 1,8 litre, c'est tellement pas important. Les deux voitures vous donneront un plaisir de dingue, mais c'est pas le moteur qui vous donnera forcément le plus de plaisir. C'est la voiture en elle-même, son agilité, sa facilité, ce côté un peu karting, le fait bien sûr d'avoir l'expérience d'un cabriolet, d'être complètement ouvert, c'est pour moi les atouts premiers de cette voiture. Et ce qui participe au côté un peu racing, c'est la boîte de vitesse plus que le moteur. Parce que la boîte de vitesse est tellement précise que finalement on a l'impression d'être dans une voiture de course. Donc finalement, passer sur l'autoroute avec un cabriolet de ce genre, ça ne pose pas réellement de problème. Les performances sont suffisantes, même largement suffisantes. Vous pouvez rouler même à 130, décapoter sans réel problème. C'est juste un petit peu pénible si quand, comme moi, vous avez les cheveux très longs, parce qu'il y a quand même un peu de remous. La propriétaire dans cette voiture a rajouté un filet anti-remous, mais j'avoue que là, moi, je ne l'ai pas mis en place avant de partir. Et vous voyez qu'aussi en option, dont j'avais oublié de vous parler, on a les steel bars derrière. Ces deux barres qui ne servent pas réellement à vous protéger en cas de choc, hein. C'est plus pour l'esthétique. C'est juste du chrome relié sur deux pauvres vis des deux côtés. Je pense qu'en cas de crash, ça casse en moins d'une seconde. Je suis toujours aussi surpris par ce moteur. On peut vraiment le descendre à très bas régime,
à peine à 1000 tours et il reprend sans broncher. Le 1,6 litre était déjà très bien dans ce registre, hein. Mais celui-ci est encore plus agréable en roulage normal. Je pense même que si vous êtes du genre à vouloir titiller le rupteur, le 1,6 litre est peut-être mieux. Bon, un point hyper important sur cette voiture dont on a finalement très peu parlé, la capote. Donc vous voyez qu'aujourd'hui c'est une capote en alpaga avec une vitre, enfin une vraie vitre, c'est pas un plexiglas, c'est une véritable vitre. Il y a même le dégivrage. Donc je ne sais pas si c'est d'origine ou si ça a été modifié par la suite, parce qu'il me semble que d'origine elles sont toutes en vinyle, mais je me souviens plus si d'origine elles ont des plexiglas ou des vitres, ou si c'était une option chez Mazda. De toute façon les puristes, ceux qui connaissent tout sur tout de cette voiture se feront un plaisir de me corriger dans les commentaires. Néanmoins, aujourd'hui vous voyez qu'on a la vitre dégivrante, et donc il est déconseillé d'y aller comme un bourrin lorsque vous décapotez. Car la cinématique, même si elle est relativement fluide, elle n'est pas compliquée, vous devez un petit peu aider le placement de la vitre. Et je pense que si vous forcez comme un gros taré, vous pourriez tout péter, voire déchirer le tissu. Et d'ailleurs, de toute façon, même si vous avez la vitre en plexiglas, il est déconseillé d'y aller comme un bourrin lorsque vous la repliez. J'en ai vu parfois rouler et d'un seul coup déplier le truc et laisser l'air rabattre la capote extrêmement violemment. C'est le meilleur moyen de tout arracher, hein. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pu tester cette voiture il y a maintenant plusieurs années, mais en version 1,6 litre. Aujourd'hui, je teste la 1,8 litre et personnellement, j'ai déjà possédé deux versions 1,6 litre il y a de ça maintenant plusieurs années. Donc je connais plutôt bien ce modèle. Et je peux vous assurer qu'au fil des années, la cote de ce véhicule n'a fait que grimper et elle devient vraiment très élevée actuellement. Surtout si, comme aujourd'hui, vous avez le plus gros moteur, le 1,8 litre, qui ne s'est vendu finalement que pendant quelques années et très rare sur nos routes. Je pense qu'il y a facilement les 2/3 qui ont été vendus en France qui sont motorisés par le 1,6 litre, tout en sachant que le 1,6 litre avait deux motorisations, enfin deux puissances possibles. Les plus anciennes étaient donc à 115 chevaux et ensuite, à partir de 94, si je ne me trompe pas, de nouveau les puristes me corrigeront, c'était réduit à 90 chevaux pour la version 1,6 litre. Et il y avait en plus donc cette version 1,8 litre 130. Actuellement, toutes les versions, peu importe leur motorisation, coûtent une petite fortune. Si vous voulez un modèle comme je teste aujourd'hui, donc qui est 100% d'origine, pas bidouillé, pas transformé, avec le plus gros moteur, même avec la conduite à l'anglaise, n'espérez pas avoir ça pour moins de entre 13 et 15 000 euros minimum. Et je parle bien là pour une anglaise. Si vous en voulez une avec le volant de l'autre côté, vous pouvez très certainement rajouter encore 5 000 euros. C'est cher, c'est vrai, mais de toute façon, quand on voit sur le marché actuellement ce qu'il y aurait comme remplaçante, ou même si vous voulez une MX5 neuve, maintenant une MX5 neuve en 2024, c'est à partir de 35 000 euros pour une version comme aujourd'hui qui ferait 130 chevaux. Donc bien sûr, la nouvelle version aurait plus d'équipement, un autre style, mais ça montre bien que si vous voulez une voiture de ce genre, de toute façon, vous allez payer cher. Et celles-ci, donc les premières, les NA, sont en passe de devenir sur le marché de l'occasion les plus chères. Et ce qui justifie également que les tarifs n'arrêtent pas d'augmenter, c'est qu'il y en a de moins en moins en bon état de ces MX5 NA. Pour deux facteurs. Déjà, il y en a beaucoup qui se sont crachés avec. Voiture à l'ancienne, pas d'ABS, pas d'aide électronique. Il y en a qui se prennent pour des pilotes et finalement, ils n'ont pas réellement le talent qu'ils espéraient avoir. Il faut que j'arrête de bafouiller, moi. Et l'autre critère, peut-être même le critère principal, la rouille. C'est une voiture qui n'apprécie qu'assez peu les routes salées. Et d'ailleurs, si vous en trouvez une anglaise comme celle-ci, faites très attention à la corrosion. La plupart des voitures qui viennent d'Angleterre sont extrêmement corrodées et demandent donc de très gros travaux afin d'être remises en état.
Donc je ne vais pas vous faire une leçon sur ce qu'il faut vérifier sur cette voiture, mais si je vous donnais juste un indice, pensez à vérifier la corrosion des soubassements. C'est vraiment le point critique sur cette voiture. Si c'est pourri, c'est pas forcément que la voiture est morte, mais ça va vous engager dans des frais assez onéreux. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je pouvais vous dire sur cette Mazda MX-5 NA 1,8 litre de 1996. Ce qui me bluffe toujours autant, c'est que même 30 ans après, elle est toujours aussi agréable, toujours aussi fun à conduire. Et je pense qu'il est difficile en fait de trouver vraiment plus fun et que ça justifie également son tarif élevé sur le marché de l'occasion. Enfin, j'arrête de parler du tarif, vous avez compris que c'est cher et que ça ne risque pas de baisser. Si parmi vous, il y en a qui ont possédé ou qui possèdent encore un de ces modèles, que ce soit en 1,6 litre ou en 1,8 litre, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience, à nous dire quelles sont par exemple les choses qui pour vous sont importantes de vérifier sur un modèle d'occasion, vu que maintenant elles sont carrément en collection, hein, c'est vraiment des vieux véhicules. Et à l'inverse, peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont pas aimé ce véhicule, n'hésitez pas à nous dire également ce que vous lui reprochez. Je pense que vous serez moins nombreux à ne pas avoir aimé ce véhicule, mais tout est possible, hein. On vous écoute dans les commentaires. De mon côté, je tiens encore une fois à remercier mon abonné de m'avoir prêté cette voiture. C'était super sympa de sa part. Et si comme elle, vous avez une voiture, une moto, n'importe quoi d'un peu atypique que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, proche de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce vers le haut, vous connaissez la procédure. Abonnez-vous bien entendu, vu que vous l'aurez compris, je teste assez régulièrement ce genre de véhicule et plein d'autres choses. Donc abonnez-vous, ne faites pas comme les 70% qui regardent régulièrement mes vidéos sans s'abonner. Rentrez dans les rangs et abonnez-vous. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous dis à bientôt. Et à tous. Bon, finalement, vous l'aurez compris, hein, pour moi, il n'y a pas réellement une gagnante entre la 1,6 litre et la 1,8 litre. Les deux, pour moi, se valent. Je ne sais pas si j'en aurais une que je privilégierais plus que l'autre. Je pense que je privilégierais très certainement la 1,6 litre 115 parce qu'elle est légèrement plus légère, parce qu'elle est un peu moins chère sur le marché de l'occasion, plus facilement trouvable ici en France. Mais la 1,8 litre est également un excellent véhicule.